inscrit parce que c'est extrêmement compliqué quand même, l'ancienne réforme, avec les dates au 31 décembre, le tableau du 10 janvier, celui du 28 février, puis finalement on est inscrit au 1er mars. On sait que les Français se déménagent beaucoup, donc ça permet une très grande mobilité en France. Et les fameuses complexités d'inscription, donc comment s'inscrire, avec quel papier, etc. Pour l'INSEE, ça va permettre une réelle fiabilité de la liste électorale. On a 45 millions d'électeurs en France. On a entre 20 et 30 000 problèmes sur l'état civil. Oui, c'est énorme. Et on a effectivement 350 000 doublons qui sont, enfin, des électeurs qui sont doublement inscrits en France, dont 30 000 qui sont inscrits sur la même commune. Donc c'est énorme. Ce que l'INSEE est en train de faire, ça permet quand même de faire un travail sur ces électeurs. Donc il y a une partie qui va être radiée, une grosse partie, hein, puisque normalement vous avez fait un petit ménage de printemps avant l'envoi de vos listes. On va pouvoir faire des recoupements par rapport à l'état civil. Et grâce au REU, il y aura un lien, je vous montrerai après, avec le RNIPP. Ah non, s'il vous plaît, Christelle. Allez. Il y a l'anti-sèche, mais elle arrive après. Ouais. Bon, le répertoire national de l'identité des personnes physiques. Je ne me suis pas trompée? C'est parfait. Donc, grâce au lien en fait, entre le répertoire électoral unique et le RNIPP, il n'y aura plus de problématique d'état civil. Donc, qui dit plus de problématique d'état civil, dit beaucoup moins de doublons sur vos listes électorales. Alors, pour les communes, alors je ne sais pas vous, mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le tableau 10 janvier, le tableau 28 février, quand est-ce que j'inscris celui-là, c'est un petit jeune, oui, mais il est né au mois de février, on a les élections au mois de juin, mais c'est qui dans les élections européennes, mais il y avait les législatives, mais il y avait les présidentielles avant. On ne sait pas quand est-ce qu'on doit les inscrire, à quelle date de tableau, est-ce qu'il faut les inscrire au 28, qui on radie, qui on radie pas. Bref, tout ça, ça va être complètement aplani. On n'aura plus de problématique de tableau de révision. Donc la révision sera tout au long de l'année. Donc on aura des mouvements d'inscription qui arriveront tout au long de l'année. Vous aurez très peu de radiation. Et vous aurez aussi très peu de mouvements de modification, puisque l'état civil arrivera du fameux RNIPP. Et les échanges avec la préfecture, effectivement, alors pour certains c'est plus ou moins facile, pour d'autres préfectures c'est compliqué. Donc les échanges seront beaucoup plus homogènes, étant donné que la préfecture sera en lien aussi avec le REU. Parler dans le micro. Juste une question par rapport du coup aux commissions qu'il y avait précédemment pour valider les listes électorales. Pardon. Elles auront toujours lieu ou pas du tout? On va en parler juste après. Ça sera une commission. Alors, la dernière commission que vous allez avoir, c'est au 10 janvier, pour valider les listes électorales qui ont été proposées par l'INSEE et que vous devrez valider par une commission administrative. Les prochaines commissions, ça sera une commission municipale. Donc, ça sera des élus qui se proposeront pour un laps de temps de 3 ou 4 ans, je crois. Ouais. Il y aura l'opposition, ça va être drôle. Alors, normalement, c'est le maire qui valide les inscriptions, on le verra après. Mais il y a quand même une commission annuelle qui se réunira où, en cas d'élection, ça sera 6 semaines avant une élection. Donc la chronologie, donc comme on l'a vu tout à l'heure, en 1er mars, à partir du 1er mars, donc, vous avez terminé votre tableau du 28 février. Votre liste était définitive. Je pourrais vous envoyer, je pourrais vous l'envoyer hein, si vous voulez. Le mauvais élève. Le 1er mars 2018,
Vous avez donc arrêté la liste définitive. Vous l'avez envoyée en préfecture. Et à partir de là, la préfecture l'ont transmis à l'INSEE et ont commencé à travailler dessus. Donc entre le 2 avril et le 31 août, il y a une constitution du REU qui est en train de se faire à partir des listes. Alors il reste encore, enfin aux dernières nouvelles, au mois de février, il restait encore, pas au mois de février, oui, au mois d'avril, à la dernière réunion, il restait encore, je crois, 4000 communes qui n'avaient pas été récupérées, mais qui sont soit à Mayotte, soit voilà, donc qui ont des problématiques très très différentes. Au 1er octobre, il va y avoir l'ouverture de la plateforme de l'INSEE. Donc du 1er au 15 octobre, la plateforme de l'INSEE sera ouverte à quelques communes qui seront des communes de test, qui ont été proposées par l'ensemble des éditeurs en particulier, puisque nous, ça nous intéresse de pouvoir savoir comment ça fonctionne, de tester aussi nos propres logiciels. Donc on va avoir 3-4 communes par éditeur qui vont pouvoir s'interfacer avec la plateforme de l'INSEE. À partir du 15 octobre, l'ensemble des communes vont récupérer leur liste électorale et les incohérences qu'il y a sur leur liste électorale de façon à pouvoir récupérer et rectifier les listes. Donc vous aurez, on suppose, entre le 15 octobre et le 10 janvier pour travailler sur les listes électorales que vous aurez récupérées sur la plateforme de l'INSEE et pour les valider. Alors si vous n'avez pas trop d'incohérences, ça devrait être assez rapide à voir. Voilà. Vous, par exemple, vous n'avez pas d'incohérence. Vous êtes au vert. Ouais. C'est des bonnes élèves. Ouais. Ouais. Vous avez fait les étrangers. Ouais. Vous l'avez vu, le nombre de modifications qu'on a fait dessus? Non. Parce que entre ceux qui n'avaient pas le département, ceux qui avaient une mauvaise appellation, j'en ai modifié 400 et quelques. Donc normalement là on va partir nous sur une base vraiment. Et je me demandais si vous le voyez parce que je dis elle va se dire mais qu'est-ce qui se passe sur la liste? Bon, alors c'est que ça va. Vous êtes au vert ou au rouge? Ouais. Alors la ville de Saint-Aubin est cliente chez nous. Depuis un petit bout de temps, j'ai fait les présentations tout à l'heure et donc on a un système de monitoring en fait qui nous permet de vérifier les incohérences sur les listes électorales en fait des communes, ce qui vous permet de savoir si vous avez oublié de faire un traitement, si on avait fait une petite sonde sur les électeurs qui étaient nés à l'étranger qui n'avaient pas de code INSEE, par exemple. Les incohérences de nationalité sur la liste générale si vous avez des nationalités anglaise ou des incohérences de sexe entre. Donc ça, on a essayé de faire un travail effectivement. Alors je ne sais pas pour vous si vous avez fait la même chose. Si vous et vous, oui, vous avez travaillé aussi dessus. Non, donc on a travaillé dessus. La seule difficulté, c'était plus par rapport à l'édition des listes, puisqu'elles sont différentes selon les élections, puisque certains étrangers résidents sur la commune peuvent voter pour des élections particulières, mais pas pour d'autres. Et donc du coup, c'était compliqué de les accompagner dans ce sens-là. Donc une question simple, du coup, comme c'est l'INSEE qui va s'occuper de rectifier les listes, est-ce que en conséquence par rapport aux différentes typologies d'élections, est-ce qu'il va y avoir une édition adaptée, c'est-à-dire en enlevant par exemple les ressortissants étrangers? Vous les aurez plus. Donc ça va régler le problème. Les centres de vote, ils vont être supprimés. En fait, ils seront sur une liste à part qui sera gérée par le ministère de l'Intérieur. Donc on s'en occupe plus. Il y a juste les mairies Europe. En fait, c'est les électeurs français qui vivent sur un territoire européen et qui votent pour les élections européennes pour un député de leur pays de résidence. Nous, on appelle ça les mairies Europe. Je ne sais pas comment vous les appelez, mais c'est effectivement des ressortissants français
qui sont sur votre commune mais qui vivent dans une mairie européenne. Donc ceux-là, vous allez les avoir pour les élections européennes, mais c'est une infime partie, c'est pas forcément, c'est assez sporadique. Donc les centres de vote, vous aurez pu aller gérer, donc ça sera plus problématique. Youpi. Par contre, on gardera les 3 listes, donc la liste générale, la liste européenne et la liste municipale. Il devrait y avoir une 4e liste qui sera la liste municipale européenne. Donc les électeurs européens qui votent pour les 2 élections seront sur une liste unique. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme idée. Donc au 10 janvier, comme je disais tout à l'heure, vous aurez votre dernière commission. Donc, bon, moi je dis qu'il faut faire péter le bouchon avec les membres de la commission, ça peut être sympa de leur dire au revoir une dernière fois. Normalement, cette commission devrait valider l'ensemble des mouvements que vous avez eus entre le 1er mars 2018 et le 31 décembre 2018. La grosse difficulté de cette période-là, c'est que si on a une élection maintenant, sur quelle liste on va travailler et dans quelles conditions? Ou si vous avez une élection au mois de janvier, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, pour le moment, on est vraiment sur la liste électorale au 1er mars 2018. C'est celle-ci qui fait foi jusque normalement au 1er mars 2019. On sera sur une période transitoire avec quelques inscriptions qui seront faites différemment. Mais normalement, jusqu'au 1er mars 2019, si vous avez une élection, je ne vous le souhaite pas, on reste sur la liste électorale du 1er mars 2018, auquel viendra se rajouter les petits jeunes, les L30 et compagnie. Au 31 décembre, donc il y aura la commission, vous allez valider les mouvements et ça sera envoyé en masse à l'INSEE, donc dans le répertoire électoral unique. Alors, suivant les éditeurs que vous allez avoir, ça sera complètement différent. Hein. Je peux pas vous en parler de manière très très formelle. Nous, on sait qu'on va appuyer sur le bouton et qu'on va faire une sorte de traitement comme on fait dans OpenElec habituellement. On appuie sur le bouton et on fait un traitement et ça enverra l'ensemble des mouvements au REU. Au 1er mars 2019, on aura notre première liste officielle REU pour l'ensemble des communes. Alors, les électeurs, ils seront complètement renumérotés. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait une refonte. Il y aura forcément refonte, puisque la liste en fait, que vous avez envoyée à la préfecture, c'est une liste qui ne comporte pas de numéro sur la liste générale d'électeurs. Vous avez le numéro dans le bureau, mais l'INSEE s'en fiche complètement du numéro d'électeur dans le bureau, ça reste interne à la commune. Par contre, lui, il va réidentifier les électeurs avec un numéro unique d'électeur. Donc les 45 millions d'électeurs, plus les petits jeunes qui viendront se greffer quand ils auront été recensés, tout cela, ils auront un numéro unique d'électeur qui les suivra dans toute sa carrière d'électeur. Donc de ses 16 ans, où il a été recensé, jusqu'à son décès, où il perd son numéro. Donc du coup, il va falloir renuméroter l'ensemble des électeurs. Donc refonte, édition des cartes et tout le tralala. Alors ça vous permet quand même de faire un renettoyage sur vos listes. Moi je dis que les refontes c'est pas mal pour ça. Ça vous permet aussi peut-être de travailler sur des électeurs, ça fait 25 ans qu'ils sont sur la commune alors qu'ils ne vivent plus sur la commune. Bon, ça permet aussi de faire un travail de fond. Éventuellement un redécoupage, bien que les préfectures, on en a discuté avec le ministère de l'Intérieur, nous on n'était pas super pour les éditeurs travailler sur le redécoupage dans les communes. Et nous, on sait qu'on a des communes qui pratiquent le redécoupage cette année. Donc ça permet aussi de travailler sur le redécoupage éventuellement. Alors qu'est-ce qui se passe après, donc après le 1er janvier, et qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc les inscriptions à la demande, elles se faisaient au guichet,
par courrier ou via service public si la commune en avait fait la demande. Maintenant, les inscriptions à la demande, c'est toujours les communes qui instruiront la demande d'inscription. Ça sera toujours de toute façon les communes. Elles se feront toujours au guichet, par courrier et via service public, parce que l'ensemble des communes sera interfacé avec le service public via le REU. En fait, le service public sera la seule plateforme d'inscription sur les listes électorales qui, pour le moment, est à l'homologation du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est la seule qui pourra s'interfacer avec le REU dans un premier temps au 1er janvier 2019. Donc, il nous l'annonce au 1er janvier 2019, l'ensemble des communes, du coup, sera interfacé avec service public. Donc, si vous avez fait la demande, c'est plus la peine. Voilà. Donc le service public transitera par le REU où il y aura une vérification en fait, de l'identification de l'électeur. Et ensuite, le REU vous enverra la notification, la demande d'inscription avec les documents qui sont... ça servira de boîte aux lettres. Donc il y aura une vérification quand même de l'identité de l'électeur. Et ensuite, vous recevrez, comme dans une boîte aux lettres, l'ensemble des éléments pour valider, pour instruire leur inscription. Les inscriptions d'office, vous serez notifiés. C'est-à-dire que vous recevrez directement, en fait, l'avis d'inscription de cet inscrit d'office sans avoir de possibilité de ne pas l'inscrire. Cependant, alors, certaines communes se posent la question de savoir si, je ne sais pas si vous envoyez des courriers aux petits jeunes. Oui. Alors moi, à mon avis, c'est toujours possible de le faire, puisque vous pouvez toujours le radier. C'est-à-dire que le petit jeune, s'il a été inscrit sur une autre commune et qu'il vous fait part en fait, de sa nouvelle commune d'inscription, vous pouvez toujours le radier, puisqu'il est parti de la commune. Et ça arrivera immédiatement au REU, qui renverra l'inscription ou la radiation sur l'autre commune. Donc comme maintenant, c'est de toute façon complètement immédiat, avec un flux continu de demandes d'inscription, ça ne pose pas de problème si vous continuez à envoyer un courrier aux petits jeunes. Les inscriptions judiciaires, vous serez notifiés. Donc les mises sous tutelle, etc., même les naturalisations, etc., tout ça, vous serez notifiés de ces inscriptions. Alors vous les recevrez via le REU, mais vous n'aurez qu'à appuyer sur un bouton pour dire bon bah voilà, cet électeur est inscrit sur ma liste électorale. Au niveau des radiations, vous aurez toujours les radiations demandées par la commission. Ce qui changera, c'est que c'est le maire maintenant en fait, qui valide l'ensemble des mouvements. Dans un premier temps, c'est le maire qui a tous les droits en fait, sur sa liste électorale. Et la commission, éventuellement, qui peut effectivement réviser en fait, l'avis du maire. Donc ça restera de la compétence de la commune. Les décès, vous serez notifiés par l'INSEE. C'est-à-dire que vous n'aurez, même si vous êtes informé par votre état civil qu'il y a eu un décès sur la commune, c'est l'INSEE de toute façon qui vous informera. Vous ne pourrez pas radier pour cause de décès sur votre commune. Les radiations, tutelle, perte de la capacité électorale, etc., c'est pareil, vous serez notifié en fait, de cette radiation par l'INSEE. Les modifications, il y en aura très peu. En fait, vous aurez uniquement les modifications, les changements d'adresse dans la commune. Les modifications d'état civil, que ce soit avec une petite nuance, hein, c'est sur le nom d'usage. Vous pourrez rajouter le nom d'usage de l'électeur. Parce que ça peut être un nom d'emprunt, ça peut être un nom sur la boîte aux lettres, etc. Donc ça, on n'a pas... le RNIPP ne gère pas le nom d'usage. Donc vous n'aurez plus à faire de modification d'état civil, que ce soit changement de sexe, le mariage, etc., etc. Tout ça, ça sera plus de votre ressort. Par contre, vous aurez encore, bien entendu, les changements d'adresse dans la commune, ce qui semble logique. Alors, l'INSEE ne gère pas du tout le découpage.
ni vos adresses, ni vos bureaux de vote. Donc ça sera encore de la compétence de la commune. C'est-à-dire que quand vous allez recevoir des notifications ou des demandes d'inscription, l'électeur sera la partie adresse qui aura été donnée par l'électeur, ça sera une partie qui sera en texte libre. Donc ça sera à vous de pouvoir l'intégrer dans votre voie. Du coup, question simple. Nous, commune, nous lui attribuerons le bureau de vote en conséquence, ou c'est l'INSEE qui dira c'est nous. Donc du coup, est-ce que l'INSEE va bien prendre en considération les bureaux de vote sur lesquels les électeurs actuellement sont inscrits, ou il faudra réviser ça aussi? Alors, il va y avoir une prise en compte du numéro de bureau de vote. C'est-à-dire que l'électeur, de toute façon, sur la liste électorale, sur la liste unique, l'électeur n'aura pas de bureau de vote. En fait, il sera sur une liste unique. À l'instant T, il aura une adresse, un bureau de vote, qui lui sera donné, mais par la commune, finalement, puisque c'est vous qui gérez le découpage. Donc l'INSEE aura juste, en fait, vos numéros de bureau de vote, qui seront intégrés sur la plateforme, mais c'est vous qui allez gérer le découpage. Donc quand vous allez recevoir effectivement une inscription, vous allez devoir faire comme vous faites actuellement, de toute façon, saisir l'adresse, et c'est l'adresse qui donnera le numéro de bureau. Ce qui n'est pas plus mal. Il vaut mieux que ça reste de la compétence de la commune. Ouais. Non, vous inquiétez pas. Non, et puis c'est pas leur boulot. Alors ils y ont réfléchi pendant un moment, et ils y réfléchissent pour les petites communes qui ne sont pas informatisées, qui vont de toute façon travailler sur la plateforme de l'INSEE. Mais ils ont un seul bureau en général. Les communes qui ont plus de 2 bureaux, en général, essayent d'avoir un logiciel, ne serait-ce que pour le découpage. Donc les petites communes, elles pourront créer leur bureau de vote, etc., sur la plateforme de l'INSEE. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, les mentions sur les listes d'émargement, ce n'est pas prévu par l'INSEE. Donc les petites communes, quand elles vont recevoir leur liste d'émargement, elles vont devoir marquer à la main voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à avoir, quel qu'il soit, mais un logiciel quand même pour continuer à faire votre métier. Parce qu'il n'y a pas que les inscriptions sur les listes électorales, c'est quand même... Donc l'impact. L'impact organisationnel. Donc on a vu tout à l'heure la date limite d'inscription pour un électeur normal, c'était le 31 décembre, pour pouvoir voter le 1er mars. Alors il n'y a pas un électeur en France qui comprenait comment ça fonctionnait. Moi j'en ai discuté autour de moi, ils n'ont jamais rien compris, donc il fallait que ça change. Là les électeurs, ils peuvent s'inscrire jusqu'à 6 semaines avant une élection. On garde le même principe. Alors, on va parler de J-5. Je pense que ça parle à tout le monde, les J-5. On aura 2 J-5. Les 5 jours, en fait, les électeurs qui peuvent être inscrits 5 jours avant une élection. Le J-5, en fait, il pourra être fait sur chaque tour d'élection. C'est-à-dire que, par exemple, pour les présidentielles, les petits jeunes, ils pourront s'inscrire avant un premier tour, mais aussi après avant un deuxième tour. Donc ça va changer aussi. Les L30 seront toujours à inscrire juste avant une élection, ça ne changera pas. Donc les mouvements, je crois qu'il y a eu des changements aussi sur ceux qui pouvaient s'inscrire dans une commune. Donc ça, il faudra vérifier. Les délais d'instruction d'une demande d'inscription, jusque-là, on avait jusqu'au 31 décembre pour vérifier. On pouvait le passer sur la commission du 10 janvier. Donc pour les petites communes, c'était facile. On inscrivait les électeurs quasi le 10 janvier et puis on faisait notre petite commission et ils étaient inscrits. Là, on aura 7 jours en fait pour instruire une demande d'inscription. Donc vous recevrez le dossier. Si vous avez tout, vous appuyez sur le bouton, il est inscrit, on n'en parle plus.
Si il manque des documents, il y aura un petit système en fait de circuit de validation qui pourra vous permettre de dire en attente d'instruction ou en attente de validation, où vous pouvez rejeter cette demande parce que les documents ne sont pas conformes. Donc il y aura un système comme ça. Donc 7 jours, normalement, c'est le délai légal. Et si effectivement un électeur est un petit peu pointilleux, il pourrait vous mettre aller au tribunal parce que sa demande n'a pas été faite en temps et en heure. Mais a priori, ça devrait être un petit peu, il devrait y avoir un petit peu de souplesse sur ce délai. La validation d'un mouvement, avant c'était la commission donc, administrative qui validait l'ensemble des mouvements. Maintenant c'est le maire en premier qui déléguera ou pas aux agents. Je vous le redonnerai, hein, je vous assure. Hein. Ah bah ça, il va avoir une sacrée pression, hein, effectivement. Non mais c'est vrai, hein, mais moi je trouve que c'est pas plus mal, hein, finalement. Hein. Donc, enfin moi je trouve que ça me semble logique, mais il va y avoir une commission municipale. Donc avant, ce qui était la commission maire, tribunal, préfecture, ça sera une commission de contrôle, maire et élus. Donc ils sont, donc c'est 3 élus qui se proposent et qui sont, je crois, nommés pour 3 ou 4 ans. Je ne me souviens plus très bien, il faudrait vérifier dans le réglementaire. Ça va pas être très long parce que les prochaines élections municipales, c'est en 2020. Donc 3-4 ans, je pense. Bah, là, pour le coup, je pense qu'ils vont effectivement faire peut-être une petite commission, histoire de se mettre en jambes, et puis après, ça va peut-être changer. Ou pas, hein. C'est pas le foutoir à chaque fois, quand même. Et dans toutes les mairies. Pas tout le temps. Ça peut arriver que ça soit tranquille. J'ai entendu 43 ans de mandature, non? Ouais. Mais 43 ans de tranquillité, quand même. 43 ans de mandature, quand même. J'ai retenu, vous avez vu, hein, quand même. Hein, ouais. Alors, oui, il faut quand même préciser, c'est une super équipe. Franchement... Non, mais franchement, ils sont super dynamiques. Hein. Ils sont super dynamiques. Hein. Moi, je les ai trouvés super bien. Non, mais il faut dire quand ça marche, hein, quand même. Alors, comment ça va se passer, Gornac? Non, c'est pas Gornac. Gornac, c'est celui qui nous a offert du vin. Ouais, pardon. Ouais, je confonds. Ils sont en train de picoler là. Non, c'est pas vrai. Non, parce que lui, il n'est pas venu avec nous hier. Hein. Non, c'est avec eux. Non, je m'en souviens quand même. Hein. Non, je n'ai pas si bu que ça, hein, mais c'était riche en émotions, on va dire. Alors, très important, le RNIPP, hein, on répète, Répertoire national d'identification des personnes physiques. Hein. Donc là, c'est un petit schéma de ce qui va se passer hein, à partir du 1er janvier. Répertoire électoral unique au milieu. On peut l'appeler le RRR aussi, si vous voulez. Préfecture, commune, citoyen. Ministère de la Défense, Justice, Intérieur, RNIPP. Commission de contrôle, maire, consulat. Tout ça, ça sera réuni via le REU. C'est-à-dire que tout le monde, toutes les instances auront un identifiant pour pouvoir utiliser et s'interfacer avec le REU. Donc le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, les petits jeunes qui sont recensés, à partir de l'âge de 16 ans, le flux arrive ici dans le REU directement et ils sont en attente d'inscription. Donc ils seront envoyés aux communes de résidence dès leurs 18 ans. Donc ça ne sera pas au mois d'août comme vous les recevrez. D'ailleurs, vous ne les recevrez pas cette année, hein, les petits jeunes. Ils vont attendre l'année prochaine. Donc vous n'aurez plus de lien avec l'INSEE cette année et vous n'aurez pas à envoyer de fichiers à l'INSEE cette année. Ils attendent l'année prochaine.
Ils préfèrent qu'il n'y ait pas de mouvement jusqu'au 1er janvier. Alors vous pouvez continuer à travailler par contre sur votre logiciel, puisque normalement les éditeurs vont au moment de l'interfaçage envoyer les mouvements. Mais par contre, moi je vous conseille de continuer à travailler quand même. Mais par contre, effectivement, le lien avec l'INSEE ne sera plus le même. Et c'est terminé. Donc les petits jeunes, justice intérieure RNIPP. Donc là, effectivement, à partir du moment où la partie état civil va être reliée avec vos logiciels état civil, ils recevront l'information directement et ça sera interfacé avec le REU. Donc il n'y aura plus de problème d'état civil. Le citoyen, on voit que là, il y a l'application ILE, donc servicepublic.fr, donc qui sera reliée. Le citoyen pourra s'inscrire via service public, faire sa demande, ça passera par le REU et ça remontera à la commune. Le consulat, les fameux centres de vote, c'est pareil, ça sera géré par une application un peu spéciale de l'INSEE qui s'appelle donc Electis et qui sera interfacée avec le REU. Les centres de vote, en fait, ils auront le choix. Soit ils sont radiés de leur commune, soit ils restent sur leur commune, mais ils sont radiés des centres de vote. Voilà, des consulats. Par contre, comme il y aura un flux continu, à partir du moment où ils veulent s'inscrire pour une élection municipale sur la commune, sa commune d'origine, à partir du moment où ils justifient d'une possibilité de résidence, ils pourraient se réinscrire entre deux. Les préfectures, donc plus d'envoi de statistiques, c'est fini. Plus d'envoi de listes électorales, etc. Tout ça, c'est terminé. Les préfectures seront interfacées directement avec le REU. Et les communes, après, une fois qu'on aura l'homologation des portails usagers, pourront s'interfacer au REU via leur portail usagé. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On est allé très vite.